Bonjour à tous. Donc je me présente, Valérie Plado. Je travaille pour l'association interprofessionnelle des vins bio de la région Occitanie. Donc je remercie les organisateurs de Tech & Bio et Madagri de leur invitation à participer à ces conférences. Donc je vais vous présenter l'actualité réglementaire donc sur la filière vin et plus particulièrement donc sur l'aspect plus vinification, production. Donc on va voir le calendrier de la mise en œuvre de la nouvelle réglementation bio, les textes qui sont encore en cours de discussion et les nouveaux points techniques qui peuvent concerner notre filière. Voilà, donc un petit rappel sur l'historique de cette nouvelle réglementation bio. Donc en 2014, la Commission européenne a demandé à avoir une réflexion pour revoir l'ensemble de la réglementation bio. Donc dans un objectif de favoriser l'essor du bio et également de renforcer la garantie dans le label bio, donc au niveau d'un renforcement sur les contrôles et sur la mise en application de cette réglementation. Donc s'en est suivi quelques années de négociations et donc le nouveau texte du règlement cadre de la production bio est sorti donc en mai 2018. Depuis donc sont en discussion, certains sont déjà sortis, donc les règles d'application de ce règlement cadre que l'on appelle les actes secondaires. Qui s'étaient prévus à être applicables au 1er janvier 2021 et en fait qui ont été reportés au 1er janvier 2022. Voilà, donc on est dans cette phase de discussion et de rédaction des actes secondaires pour une prochaine entrée en application. Alors, le nouveau règlement bio, donc on a le règlement de base, les actes secondaires sont en cours de finalisation. Pourquoi il a été reporté d'un an? Bon, d'une part à cause de la crise du Covid, qui a pris du retard qui a engendré du retard sur ces discussions. D'autre part également parce que l'Europe travaille à la proposition d'un pacte vert pour l'Europe avec un objectif de la ferme à la table et en particulier pour avoir un objectif de stratégie en faveur de la biodiversité et d'avoir 25% des exploitations en bio d'ici 2030. Donc cette année supplémentaire va permettre un temps de réflexion supplémentaire aussi pour que le règlement bio puisse aller dans ce sens pour favoriser ce pacte. Voilà, il y a également aussi eu beaucoup de retard sur les contrôles actuellement avec les 3 mois de confinement. Donc il y a ce retard qui doit être récupéré. Il y a une mise en conformité aussi avec les nouveaux textes qui vont sortir pour les contrôles de ce nouveau règlement. Donc tout ceci explique ce report. Donc un point également à noter, hein, indépendamment du report, c'est le Brexit, puisque le Royaume-Uni sort de l'Europe. Donc à partir du 1er janvier 2021, il sera considéré dans le cadre réglementaire comme un pays tiers et donc avec aussi de nouvelles exigences par rapport aux échanges commerciaux et réglementaires. Alors, la publication de ces actes secondaires, hein, donc qui sont les règles d'application du règlement, donc il y en a un certain nombre qui ont été publiés, il y en a d'autres qui sont à venir. Quelles sont celles qui peuvent nous toucher d'un peu plus près? Ce qui reste à faire en fait. Alors il y a 3 grands volets, on va dire. Il y a donc la production, le contrôle, la certification et le commerce avec les pays tiers. Donc concernant la production, on attend encore la publication des actes d'exécution sur les intrants de production. Donc en vinification, ça va être tout ce qui est additif et auxiliaire de vinification. Et également un texte important, ça va être tout ce qui est produits d'hygiène. Donc on en reparlera tout à l'heure. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que dans les actes secondaires, il y a des actes d'exécution et des actes délégués. Les actes délégués sont définis par la Commission européenne avec consultation des États membres, mais elle peut prendre les décisions toute seule. Les actes d'exécution doivent avoir également une validation de la part du Parlement européen. Voilà, donc c'est deux méthodes différentes de publication des actes, d'où ces deux sujets. Donc, concernant tout ce qui est contrôle et certification, il y a pas mal de choses qui vont changer ou qui évoluent dans un sens d'amener un peu plus de garantie effectivement sur ce label bio. Donc, notamment, il va y avoir des modifications sur le document certificat lui-même, également sur les procédures d'analyse des organismes de certification chez les opérateurs. La proposition de mettre en place un guide des manquements et des sanctions au niveau européen. Une harmonisation en fait finalement des échanges entre les organismes de certification
et les États membres qui va être plus précisé, ça ne veut pas dire que ça n'existait pas, hein, mais qui sera plus précisé dans le cadre de ce nouveau règlement. Également, des indications sur des procédures pour les opérateurs, notamment pour avoir des méthodologies pour la prévention des risques de contamination de leur exploitation et de leurs produits bio par rapport à des produits non autorisés. Également, enfin, un acte qui est prévu sur tout ce qui est contrôle de la traçabilité chez les opérateurs. Donc voilà, donc cet aspect certification, il y a des évolutions qui sont en place. Au niveau commerce avec les pays tiers, donc aujourd'hui on est sur 2 systèmes. Il y a soit un système d'équivalence avec du pays tiers avec l'Europe sur le règlement bio, soit une reconnaissance des organismes de certification des pays tiers pour certifier sur des cahiers des charges qui proposent, qui sont reconnus par l'Europe. Voilà, donc ce système il va évoluer, donc on va passer à un système donc soit effectivement d'équivalence toujours entre l'Europe et les pays tiers, ou une certification complète sur que le règlement européen, hein, c'est-à-dire que l'organisme de certification sera reconnu, mais pour certifier sur le règlement européen, pas sur des cahiers des charges privés. Donc du coup, ça prend le temps également donc, de revoir ces équivalences et également de reconnaître tous les organismes de certification dans le cadre de ce nouveau règlement bio. Voilà ce qui est en cours actuellement. Alors, pour rentrer un petit peu dans les sujets, donc, je voulais faire un point sur les plans bio. Donc, ce n'est pas directement lié à la vinification et à la transformation, mais c'est quand même important pour notre filière, puisque aujourd'hui, nous n'avons pas de plan bio dans la filière Viti. Donc, on est finalement en dérogation permanente sur ce sujet-là pour la plantation. Donc, il faut savoir que l'INAO, en France en tout cas, travaille à la proposition de cahiers des charges pour élaborer des plans bio. Donc, le règlement bio, il oblige l'utilisation d'avoir recours à des plans bio. On a un souci, on a un verrou à lever, hein, c'est qu'on a un problème phyto sur la gestion de la flavescence dorée en bio. Et donc l'objectif, c'est effectivement d'avoir un cahier des charges de production qui soit compatible avec les obligations sanitaires pour les plans bio. Donc sans rentrer dans les détails, il y a actuellement une nouvelle réglementation sur la santé des végétaux qui est applicable depuis 2019 et un projet d'arrêté national qui permettrait en fait qu'il y ait cette compatibilité entre la production de plants bio et le traitement des vignes pour avoir une garantie vis-à-vis des problèmes de la flavescence dorée. Donc avec certaines zones en France qui seraient délimitées et qui permettraient de pouvoir produire des plants qui répondent aux exigences de la réglementation bio. Donc, si ce verrou est levé effectivement des conditions de production de plants bio vis-à-vis des problèmes de la flavescence dorée, donc effectivement on va pouvoir avoir de disponibles des plants, c'est-à-dire le porte-greffe plus le greffon certifiés bio, et à ce moment-là les producteurs et donc les vignerons auront l'obligation de les utiliser. Alors comment ça se passe? Ça va être sur le même système que dans les autres filières, c'est-à-dire qu'il existe une base de données semences qui sera donc enrichie avec des propositions de couple porte-greffe plus greffon bio. Donc le producteur devra aller voir si ce qu'il cherche est disponible dans cette base de données. S'il est disponible, donc il y aura une disponibilité liée à des zones géographiques, hein, donc s'il est dans la zone géographique et que le plan est disponible, il faudra qu'il utilise ce plan-là. S'il n'est pas disponible, alors ça fera l'objet d'une demande de dérogation pour continuer à utiliser des plans non certifiés bio en attendant qu'il y ait une offre de disponible. Voilà. Donc je ferme un petit peu la parenthèse sur cet aspect un peu plus viticole et pratique culturelle, mais c'est quand même un point assez important, donc ça ne va pas forcément être... Tout ne sera pas disponible tout de suite, bien sûr, mais les travaux sont en cours pour arriver à proposer des plans bio pour la filière. Voilà. Alors, on va rentrer un peu plus sur le volet œnologie et transformation, hein, qui est plutôt le centre l'essentiel de cette intervention. Donc, un petit rappel déjà sur la construction en fait, de la réglementation de vinification qui permet en fait, d'élaborer un vin bio. Donc, c'est un embriquement de réglementation, hein, finalement. Donc, la première étant les recommandations de l'OIV sur les pratiques œnologiques, qui sont retranscrites au niveau européen dans le cadre de l'OCM vitivinicole.
qui décrit donc, les pratiques œnologiques et dans laquelle il y a effectivement une annexe de ce qui est autorisé, donc la liste positive. Alors, ce qui est en rouge, c'est les dernières évolutions de ces réglementations. Vous allez voir que dernièrement, il y en a eu quelques-unes et ça engendre quelques petits changements. Donc, suite au respect de la réglementation européenne sur le vin, donc on va y coller la réglementation bio. Donc la réglementation bio est également une réglementation européenne, donc avec un règlement cadre et dont on voit qu'il est en train d'évoluer d'ici janvier 2022. Et dans ce règlement étaient introduits depuis 2012 donc des règles sur la vinification bio, qui elles aussi ont fait l'objet de plusieurs modifications. Et c'est pas fini, on suppose que voilà, les derniers textes seront publiés pour 2022, je pense pas que ça soit publié avant. Voilà, donc ce qui est important de voir pour la vinification, c'est que les règles de vinification en bio, elles sont décrites, l'annexe a été décrite en fonction des textes sur la réglementation vin. Donc comme les premières, là, changent de présentation, si vous voulez, ça engendre en fait des interprétations différentes de la réglementation bio. Voilà. Donc on est un petit peu dans cette phase au milieu où on essaye de faire coïncider les deux textes, qui sont du coup pas construits de la même manière. Et l'enjeu, c'est effectivement qu'il y ait ce qu'on appelle un alignement maintenant entre les deux textes pour que ça soit vraiment bien remis d'aplomb. Voilà. Donc ça, je suppose que tout sera décrit pour 2022. Alors, dans le règlement 20, qu'est-ce qui a changé réellement? Donc, sur les pratiques œno de l'OCM vitivinicole, on avait une annexe des pratiques qui étaient autorisées, qui étaient essentiellement des additifs et auxiliaires. Il y avait quelques technologies, mais toutes les technologies n'étaient pas décrites. Aujourd'hui, on passe à 2 annexes, donc effectivement, ça clarifie les choses. Donc, il y a une annexe pour les technologies et une annexe pour les additifs et auxiliaires. Donc, ce sont 2 listes positives, finalement. Alors, en bio, comment on fonctionne? Pour tout ce qui est technologie, en fait, on fonctionne sur une liste négative, c'est-à-dire que soit on a des restrictions ou des interdictions de technologie, et tout ce qui n'est pas listé est autorisé. Voilà. Et pour les additifs et auxiliaires, on est par contre effectivement sur une liste positive, donc comme le règlement 20. Donc aujourd'hui, le travail qui est en cours, je pense pour le nouveau règlement en 2022, c'est l'alignement entre les annexes des additifs du règlement 20 et le bio. Voilà. Sur les technologies, pour l'instant, moi, je n'ai pas d'information du travail d'alignement qui est fait, mais bon, effectivement, il faudra aussi que ça soit pris en compte. Alors, en bio, un petit rappel de ce qui est autorisé. Donc, je n'ai pas tout repris la réglementation bio, mais les dernières évolutions donc, qui datent de 2018, qui sont les plus conséquentes dernièrement. Donc, en novembre 2018, ont été autorisés des nouveaux intrants, notamment les autolysats pour la nutrition azotée des fermentations, la nutrition azotée des levures en fermentation, les levures sèches inactivées, les protéines végétales de pommes de terre avec une origine bio s'il y a des disponibilités commerciales, les extraits protéiques de levure également, les manoprotéines pour la stabilisation tartrique et le chitosan en clarification et notamment par rapport aux problématiques microbiennes de Brett. Attention par rapport à ces nouvelles autorisations, je précise que le kétine-glucane reste interdit en bio, donc attention au choix des spécialités commerciales. Les enzymes pectolytiques, il n'y a toujours pas de changement, c'est-à-dire qu'elles ne sont autorisées que pour la clarification et pas pour autre chose. Et les activateurs de fermentation malolactique qui sont en fait composés de levure inactivée, d'autolysats ou d'écorce de levure, restent interdits. Voilà. Donc ces intrants autolysats, levure inactivée, écorce sont autorisés pour la fermentation alcoolique, mais restent interdits pour la fermentation malolactique. Donc ça, c'est ce qui a été autorisé depuis novembre 2018, c'est assez récent. Et aujourd'hui, quelle est la situation? Donc par rapport en fait à ce nouveau règlement 20 qui est sorti en décembre 2019 et nous à nos obligations en bio. Donc il y a quelques petites questions qui se posent. Donc j'ai essayé de mettre en parallèle un peu les deux. Donc vous avez certains points du règlement 20 qui sont listés ici et du coup les conséquences pour le bio qui sont listées au milieu. Donc
En ce qui concerne les activateurs de fermentation, donc levure inactivée, autolysa, écorce de levure, donc on confirme bien qu'elles sont autorisées pour la fermentation alcoolique. Par contre, elles restent interdites pour la fermentation malolactique. Ça ne bouge pas. Le règlement 20 a intégré un nouvel intrant, entre guillemets, ce sont les levures inactivées avec des teneurs garanties en glutathion, qui sont une autre catégorie de levures inactivées, mais celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une évaluation pour le bio, elles n'ont pas été demandées pour le moment en bio, donc pour l'instant elles restent interdites. Donc il faut être vigilant sur le choix de ces spécialités commerciales. Également, dans le règlement 20, la cellulose microcristalline qui était considérée comme un support en fait dans le cadre de certaines compositions de produits, aujourd'hui est clairement affichée comme un intrant à part entière. Ce qu'il y a, c'est qu'en bio, il n'est pas listé comme un intrant. Et de ce fait, les spécialités commerciales qui peuvent contenir la microcristalline vraiment comme composant du produit sont théoriquement donc interdites dans le cadre du bio. Voilà, donc ça c'est des points effectivement qui découlent de ces modifications réglementaires. Le reste ne change pas, donc les levures inactivées sont autorisées dans tout le process de vinification. Donc voilà un peu les principaux points sur lesquels ça joue. Alors, avec l'arrivée du nouveau règlement et donc ce travail d'alignement entre règlement 20 et règlement bio, on se pose pas mal de questions et donc la commission 20 bio de l'INAO travaille à faire remonter ces questions auprès du ministère pour que ça soit porté à l'Europe pour qu'effectivement ça soit pris en compte. Et également, il y a eu quelques questions de la part des professionnels qui sont remontées. Donc, du coup, je fais un peu une petite synthèse de toutes ces questions qui ont été posées pour clarifier les choses. Concernant les terres de filtration, donc il y a un projet d'acte secondaire pour les additifs et auxiliaires en bio qui est en cours d'élaboration et je suppose qu'il sortira dans le cadre du nouveau règlement bio. Les terres de filtration n'apparaissaient plus dans ce texte-là alors qu'elles y étaient auparavant. Donc effectivement, c'est quelque chose de normal puisque dans le règlement 20, les terres de filtration sont maintenant considérées comme une technologie et pas un intrant. Et de ce fait, elles n'apparaîtront pas dans la liste des intrants. Mais par contre, elles restent autorisées en tant que technologie. Voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir. Il n'y a pas d'interdiction des terres de filtration en bio, ce n'est pas l'objectif. Un autre point également, les morceaux de bois de chêne maintenant dans le règlement 20 sont considérés comme des technologies, donc normalement ne devraient pas apparaître dans l'annexe des intrants lorsque l'alignement sera fait, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont interdits, ils restent autorisés. Également, les lits fraîches sont listés dans le règlement 20 comme un intrant, mais n'apparaissent plus dans la proposition de la future annexe bio des additifs et auxiliaires. Donc là, effectivement, on se pose un peu la question de leur usage, de leur importance en bio, du rôle qu'elles ont. Dans le règlement 20, elles sont définies étant utilisables sur vin sec uniquement. Donc là, il y a des questions à faire remonter. Les enzymes pectolytiques dans le règlement 20, maintenant, sont décrites une à une, alors qu'elles étaient englobées, toutes les types d'enzymes étaient englobés sous le nom enzyme. Maintenant, elles sont vraiment décrites une à une. En bio, les professionnels en bio se sont toujours posé la question et ont émis le souhait de pouvoir utiliser ces enzymes pectolytiques dans un objectif d'extraction, d'amélioration d'extraction des jus. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, c'est-à-dire qu'on puisse les positionner sur raisin et pas que sur mou. Donc aujourd'hui, c'est interdit. Donc le fait qu'il y ait une présentation différente dans le cadre du règlement 20, donc la filière bio a cette réflexion d'essayer de redemander effectivement ces enzymes pour un objectif d'extraction. Bon, le dossier est en cours, c'est à suivre. Enfin, le problème de la cellulose microcristalline qui, de par l'écriture des textes, devient interdite parce que est maintenant considérée comme un intrant. Là également, donc, le dossier est remonté au niveau de l'INAO pour demander de continuer à pouvoir l'utiliser finalement en bio. Donc ça, c'est un dossier qui est en cours aussi. Voilà, donc ça, c'est des travaux uniquement. Hein, c'est en cours et
à voir comment ça évolue. C'est pour la suite, hein, c'est pas quelque chose qui est acté à ce jour. Alors, un point sur les technologies. Donc, ce que l'on sait, ce qui est sûr de ce qui se passera lors de l'application du nouveau règlement bio, donc au 1er janvier 2022. Donc, je vous ai relisté en fait les restrictions sur certaines technologies. La seule chose qui va changer, c'est que les niveaux de température de traitement à la chaleur vont être augmentés. Aujourd'hui, on a une température maximum qui est de 70 degrés, ce qui techniquement ne laisse pas la possibilité, par exemple, d'utiliser la flash pasteurisation pour des stabilisations microbiennes. On peut faire de la thermovinification, mais pas de la flash pasteurisation. Dans le cadre de l'application du nouveau règlement bio, donc uniquement à partir du 1er janvier 2022, la température pourra être montée à 75 degrés, ce qui a pour conséquence la possibilité d'avoir recours à de la flash pasteurisation, donc, qui peut être une solution intéressante pour la stabilisation microbienne. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de sûr qui entrera en application en 2022. Un petit rappel, là, il n'y a pas de changement, hein, mais c'est un rappel des technologies qui aujourd'hui sont interdites et qui le sont, voilà, qui devraient le rester. Donc, je ne vais pas toutes les relister, hein, mais vous avez la désalcoolisation, l'électrodialyse est interdite, les traitements électromembranaires pour l'acidification et la désacidification, et les contacteurs à membrane également pour la gestion des gaz dissous. Voilà, et les autres sont décrites. Il n'y a pas de changement là-dessus. Donc voilà un petit peu pour le volet transformation, intrant, technologie, qui est un petit peu, des fois un peu confus. On va voir maintenant, bon, sur cet aspect, donc vinification, j'en ai fini. Par contre, on a vu au début de cette présentation qu'il y avait d'autres aspects hein, qui sont en cours de discussion pour d'autres actes secondaires, notamment en ce qui concerne les produits d'hygiène. Donc jusqu'à présent, on avait une liste de produits d'hygiène, mais qui n'étaient pas valables, enfin, qui n'étaient pas applicables à la transformation. Donc ce qui est nouveau dans le cadre de ce nouveau règlement, c'est qu'effectivement, il y aura une liste de produits de nettoyage et de désinfection pour la transformation et pour le stockage. Donc ça va vraiment concerner les chais qui n'étaient pas concernés jusqu'à présent. Alors, pour l'instant, on n'a pas cette liste, hein, ça fait l'objet d'un acte secondaire d'exécution. Par contre, le groupe d'experts européens a publié un rapport pour proposer en fait des critères de choix sur ces substances d'hygiène qui pourraient faire l'objet de cette liste. Et donc ça, on a ces conclusions. Donc déjà que la liste puisse éditer des nettoyants et des désinfectants, donc qui est effectivement ces deux objectifs techniques qui permettent de garantir donc, des produits efficaces pour la maîtrise des risques sanitaires. Donc ça, c'est quand même une première priorité. Que le choix se fasse en interdisant des produits qui soient nocifs pour l'homme et qui soient nocifs pour l'environnement. Donc ça sous-entend que seront privilégiés dans la liste, et en tout cas seront listés en priorité des produits qui seront écolabellisés. Et enfin, il y aura une limitation de certains coformulants, parce qu'effectivement il y en a pas mal dans certains produits, coformulants qui pourraient avoir des effets néfastes, donc soit sur l'environnement, soit sur l'homme. Voilà. Bon, pour l'instant, on n'en sait, enfin pas plus. Il y a quelques exemples qui sont décrits dans le rapport ECTOP, mais on n'a pas encore la liste. Ça donne quand même une idée de la réflexion là-dessus. Enfin, donc, on a parlé également en début d'intervention de tout ce qui est relatif au contrôle et donc à l'examination de la mise en application du règlement. Donc là aussi, il y a un certain nombre d'actes secondaires qui sont en cours de discussion et de rédaction. Donc le premier point qui est notable, c'est que le certificat va changer, hein, donc le papier certificat va évoluer avec un peu plus de précision, un nouveau modèle qui sera plus complet avec des informations obligatoires, des informations optionnelles, mais qui apportera peut-être plus d'informations que ce qu'on a actuellement. Un deuxième point aussi qui est notable, c'est effectivement des actes qui
qui seront concentrés sur tout ce qui est la gestion des risques de contamination. Voilà. Le producteur bio, l'opérateur bio a des obligations de moyens de mise en œuvre des mesures de prévention pour garantir que son système de production et ses produits soient conformes à la réglementation. Et effectivement, ça va amener des informations de procédures justement pour mettre en place ces moyens et vérifier que ces moyens sont suffisants. Donc les mesures de précaution, etc. Donc il y aura des indications là-dessus. Et enfin, les derniers textes vont porter plus sur le travail des organismes de certification, avec une harmonisation déjà, je pense qu'il y a un objectif important entre les différentes organisations sur leurs mesures de contrôle, sur la précision des contrôles, sur leurs procédures. Donc avec effectivement la publication ou la rédaction, je ne sais pas quelle forme ça va prendre, d'un guide des manquements avec les sanctions associées de manière à ce que tout le monde puisse évaluer sur les mêmes bases. Également, descriptions qui seront reprises sur les analyses de produits que doivent faire les organismes de contrôle lors des audits. Et également des points particuliers qui touchent au contrôle de la traçabilité des opérateurs et la manière dont ils justifient en fait les mesures de prévention qu'ils mettent en place. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation sur l'actualité réglementaire. Je vous remercie.